mystères de l'été. Pierre Billard a choisi pour vous ce soir « Ça ne sortira pas de la famille », un film radiophonique de Pierre Frachet avec Pierre Michael et Claude Bertrand. Bonsoir, monsieur. Je suis Louis Tahur. René Franciola. Entrez. Pardon. Vous êtes ponctuel. Vous m'avez dit 20h15. Venez par ici. C'est votre bureau? C'est le bureau de mon beau-frère. Mon appartement personnel est au 3e étage. Asseyez-vous, prenez ce fauteuil. Pas tout de suite, si vous permettez. Lorsque je vous ai téléphoné ce matin pour vous prier de me recevoir, j'ai beaucoup insisté sur la discrétion absolue dont j'entendais que notre conversation soit entourée. Vous me confirmez bien qu'elle aura lieu sans témoin? Mais, comme vous voyez, il n'y a que vous et moi dans cette pièce. Oui, bien entendu, mais je pensais à celle d'à côté. La porte en est entrouverte, si je ne me trompe. Vous m'autorisez à m'assurer qu'elle est vide? Il semble que vous n'attendiez pas que je vous y autorise. Ne vous gênez surtout pas, faites le tour du propriétaire. Mais pardonnez mon sans-gêne. J'ai absolument besoin de savoir que nous resterons en tête à tête. Vous auriez pu être tenté de faire entendre ce que j'ai à vous dire par l'un des avocats de Philippe Tivolier, peut-être même un journaliste ou bien simplement quelqu'un de votre famille. Or, je tiens à garder l'exclusivité des nouvelles que je vous apporte. Parlez tranquille. Nous sommes pour plusieurs heures les seuls occupants de cette maison. Demain est jour de parloir à la prison. Mathilde, madame Tivolier, est partie dès ce soir. Elle passera la nuit à l'hôtel pour être là-bas le plus tôt possible. Et notre unique domestique rentre chez elle chaque soir. Elle ne reprend son service qu'à 7h du matin. Maintenant, asseyez-vous. Et ne soyez pas si méfiants. Personne ne vous disputera votre exclusivité. J'en serai un peu plus sûr quand vous aurez actionné le bouton d'arrêt du magnétophone qui se trouve dans le tiroir de droite de ce bureau et que vous venez de mettre en marche à l'instant. Un point pour vous. Vous êtes un bon observateur. Soit. J'arrête le magnétophone. Merci. Voilà. J'aurais aimé pouvoir écouter la bande par la suite pour le cas où vous m'auriez appris des choses intéressantes. Il ne faut pas m'en tenir rigueur, je ne vous ai jamais vu. Vous me téléphonez ce matin pour prendre rendez-vous en me déclarant d'un ton péremptoire « Philippe Tivolier est innocent, je puis vous en fournir la preuve. » Mettez-vous à ma place. Il est normal que j'attache du prix à vos révélations. Vous étiez moins persuadé ce matin au téléphone que mes révélations fussent dignes d'intérêt. J'ai dû batailler pour que vous acceptiez de m'entendre. Je vous écoute. Votre beau-frère est dans une situation difficile, monsieur Franciola. Ah, voilà ce qui s'appelle souligner une évidence, monsieur Tahur. Permettez-moi d'en faire la remarque. Il ne faut pas sous-estimer les évidences. Vérité ou mensonge, le plus souvent, ce sont elles qui ont force de loi. Eh bien, Philippe se trouve dans une situation difficile, oui. Pire même. Dangereuse. Mais il s'en sortira. C'est un lutteur, un gagneur. Il a déjà montré dans sa vie qu'il savait prendre les coups sans aller au tapis. D'ailleurs, il n'est pas seul. Il a encore des amis. Mais vous avez dit « encore ». Les amis d'un homme puissant ne sont pas plus sûrs que les autres. Quand le naufrage menace, ils mettent seulement un peu plus de temps à quitter le navire. Pour le cas où la voie d'eau, in extremis, viendrait à être réparée. Et puis, les amis devant une cour d'assises, ça ne sert jamais qu'à produire des témoignages de moralité. On n'emporte pas un acquittement avec des certificats de bonne conduite. Il n'est pas encore question d'acquittement. Nous espérons bien lui faire obtenir un non-lieu. Je ne crois pas. Pourquoi donc? Avec ce genre de dossier, le non-lieu vient tout de suite, ou bien il ne vient jamais. Ce n'est pas l'avis de ses avocats. Oui,
Et il est défendu par 3 des plus grands maîtres du barreau français. L'expression « maître du barreau » m'a toujours paru assez fâcheuse pour désigner des gens dont la plupart des clients échouent derrière ceux d'une prison. Et puis, les grands avocats, c'est mauvais signe, comme les grands chirurgiens. Quand on fait appel à eux, c'est que le cas est vraiment désespéré. Le cas de Philippe n'est pas désespéré. Pas encore. Examinons les faits dans l'ordre chronologique, impartialement, si vous voulez bien. Vous me reprendrez si j'oublie quelque chose. Le 17 juin au matin, Julien Epner, un employé de la filature Tivolier, entreprise honorablement connue dans la région, ne se présente pas à son travail. Vers midi, la vieille demoiselle chez qui cet employé habite une chambre meublée téléphone à l'usine pour s'inquiéter de l'absence de son locataire. Celui-ci, qui mène d'ordinaire une existence très rangée, dont les règles sont immuables, n'a pas passé la nuit dans son lit. Toutes ses affaires, cependant, sont restées dans sa chambre. Un peu après 14 heures, Philippe Tivolier, le président-directeur général de l'entreprise, appelle lui-même la police pour signaler l'incident. La disparition de son aide comptable lui semble d'autant plus troublante qu'il avait reçu celui-ci chez lui, la veille au soir. Epner lui ayant demandé ce rendez-vous de caractère personnel. Philippe Tivolier était seul ce soir-là, puisque vous étiez parti le matin même pour accompagner sa femme, votre sœur, dans la villa qu'il possède sur la Côte d'Azur. Un Mougin, très exactement. C'est ça, oui. La police, comme presque toujours en pareil cas, fait observer qu'une disparition n'est de son ressort qu'après 48 heures. Et que de plus, les recherches doivent être sollicitées par la famille. Julien Epner, qui est de nationalité belge, n'a aucun parent dans la ville. Le lendemain matin, l'aide comptable n'ayant reparu ni au domicile de sa logeuse ni à l'usine, Tivolier téléphone de nouveau au commissariat. L'industriel est une personnalité locale, il est conseiller municipal, et beaucoup s'accordent à voir en lui le futur maire de la cité. Un peu pour lui faire plaisir, on charge un inspecteur de recueillir des renseignements. Aucune trace de disparu dans les hôpitaux les plus proches. L'officier de police se présente ici en fin d'après-midi pour poser quelques questions de routine. Tivolier le reçoit sur la terrasse, puis le raccompagne vers la grille, en passant par le bord de l'eau. Et c'est alors que tout se détraque. La conversation va tourner à l'interrogatoire. La propriété comporte une plage et un embarcadère privé sur le lac. Dans l'un des 3 bateaux de la famille, une barque à fond plat, tirée sous le ponton, le policier remarque des taches de sang. Votre beau-frère s'en étonne avec lui. Le commissaire est prévenu, qui se dérange aussitôt. Je passe sur les différents stades de l'enquête que vous connaissez déjà. Les découvertes compromettantes se succèdent en rafale. 8 heures plus tard, Tivolier se retrouve dans les locaux du commissariat et le juge d'instruction signe à son endroit un mandat de garde à vue. Il faut reconnaître qu'il y a de quoi, non? L'analyse du sang répandu dans la barque montre le même groupe A positif que celui qui figure sur une carte de donneur trouvée dans la chambre de Epner. Sur la moquette du bureau de Tivolier, ici, où nous nous trouvons, je présume. Oui. 3 grosses gouttes de ce même sang ont été lavées d'une manière sommaire, mais ne sont pas complètement effacées. Derrière le dossier d'un fauteuil, celui dans lequel je suis assis, peut-être? Non, l'autre. Les policiers récupèrent des débris de verre et un morceau de monture qui sont reconnus par des témoins comme ceux des lunettes de Epner. La chaîne d'amarrage de la barque ainsi qu'une pièce de fonte de 20 kilos qui lui servait d'ancre demeurent introuvables. Introuvable également le pistolet de calibre 9 mm pour lequel Tivolier possédait un permis de port d'armes délivré 4 ans plus tôt et qui s'est, selon ses déclarations, mystérieusement envolé du tiroir où il avait toujours été rangé. Dernière personne à avoir vu Epner vivant, votre beau-frère raconte la soirée du 16 juin d'une manière inattendue et qui tient du suicide. Il prétend
que Eppner avait apporté avec lui une bouteille de whisky, que ce breuvage était drogué et qu'il s'est endormi brutalement sous les yeux de son visiteur après en avoir avalé quelques gorgées. Le motif de la visite, l'aide comptable désirait l'entretenir d'une irrégularité alarmante qu'il aurait relevée dans des facturations de coton en provenance d'Australie et dont il se disait en mesure de dénoncer le responsable. Épluchées par un expert financier, ces factures apparaissent tout à fait normales. Mais parmi les papiers de Eppner, dans la chambre de celui-ci, on a déniché un projet de lettre anonyme, rédigé selon la tradition avec des caractères découpés dans des journaux, dont la teneur était « Votre mari a une maîtresse. Est-ce que votre beau-frère trompait sa femme ?» Oui, depuis 2 ans. Seulement, Mathilde avait été au courant dès le premier jour et il se trouve qu'elle tolérait cette liaison. L'argument ne tient pas. Peut-être, oui. Mais Eppner n'était pas censé connaître cette libéralité d'esprit de Madame Tivolier. La police avait là un mobile très acceptable. Elle en a déduit que Eppner était venu tenter de faire chanter le marivolage et que celui-ci, accidentellement ou non, l'avait tué, puis avait jeté son corps à l'eau, lesté des 20 kilos de fonte qui n'étaient plus dans la barque. À 3 reprises, les hommes grenouilles de la gendarmerie ont sondé le lac dans les parages de la propriété en vain. Mais il y a par ici des fonds de 30 et même 60 mètres. Et ils ont conclu que le corps était peut-être déjà enfoncé dans la vase. C'est bien ainsi en résumé que se présente le dossier. Oui. Bien. Voulez-vous mon diagnostic, monsieur Franciola? Donnez-le toujours. Pas de cadavre, mais un faisceau serré de présomptions, d'indices, de témoignages, d'analyses de laboratoire, de rapports d'experts, tous concordants. Pas d'alibi, mais un mobile démontré et un système de défense trop maladroit pour n'être pas sincère. C'est à se demander si Philippe Tivolier, dans cette affaire, est le meurtrier ou bien la victime. La victime? Que voulez-vous dire? Personne ne s'est posé la question, ni les enquêteurs, ni les avocats, ni le principal intéressé, votre beau-frère lui-même. Or, s'il est innocent, cette question est la seule qui puisse trouver immédiatement sa réponse. Je ne comprends pas. Depuis 9 jours, depuis son premier interrogatoire, Philippe Tivolier, tous ceux qui, professionnellement ou non, réfléchissent sur cette affaire, les policiers, le juge d'instruction, ses défenseurs, sa femme, ses amis, vous aussi sans doute, tout le monde raisonne à partir de l'alternative coupable ou non coupable. Mais il n'y en a pas d'autre? Justement, si. Laquelle? Assassin ou victime. Je comprends de moins en moins. Je pars du postulat que votre beau-frère est innocent. Et je ne fais rien d'autre depuis plus d'1 semaine. Certes, parce que vous êtes le frère de sa femme, que vous travaillez avec lui, vous êtes son partisan, par inclination, par intérêt ou par la force des choses, peu importe. En tout cas, votre réaction est sentimentale. Votre conviction, toute subjective, mais ça ne démontre rien. Et cette attitude vous enferme dans l'alternative dont je parlais à l'instant. Moi, je change les termes de l'alternative. Vous allez voir que la différence est importante, car elle ouvre un champ de recherche tout à fait nouveau.
Je vous avais promis quelques surprises, vous ne serez pas déçus. L'affaire Tivolier pourrait bien constituer, non une page marquante de la chronique criminelle, ne soyons pas immodestes, mais un mystère policier rigoureusement inédit. Comme vous y allez. Je n'exagère aucunement. Pardonnez-moi si je mets dans cette affirmation un peu trop de gourmandise verbale, voire rien de solennité. Ce léger accès de fierté mérite de l'indulgence. Il est du même ordre que celui qui anime l'archéologue mettant au jour un site préhistorique inconnu, ou bien le collectionneur dénichant dans une succession un Rembrandt authentique. Ignorez des catalogues. Pourquoi souriez-vous? J'étais en train de me demander si, en plus de votre élégance très britannique et de votre incontestable facilité d'expression, vous n'aviez pas aussi le sens de l'humour. Je suis de ceux qui pensent que l'humour a sa place dans toutes les circonstances, et même que c'est dans les circonstances difficiles qu'il est d'un plus grand prix. C'est vrai. Vous auriez tort toutefois de ne pas prendre ma visite au sérieux. Après tout, elle n'est pas encore terminée. Sourira bien qui sourira le dernier. Mais en somme, le meurtre de Julien Epner serait, selon vous, un exemple original de crime parfait. Un peu mieux que cela encore. Mieux. Un crime plus que parfait, alors. Il y a de cela, oui. Évidemment, considéré du seul point de vue du langage, le mot prête le flanc à la critique, puisque ce qui est parfait, par définition, ne peut être perfectible. Il a été inventé par les grammairiens. Ne soyons pas plus puristes qu'eux. Oui, oui. À condition d'entendre le mot crime, non dans son acception particulière d'homicide volontaire, mais dans celle plus générale de violation grave et délibérée de la morale ou de la loi. Ou des deux en même temps. Bien entendu. Mais la morale et la loi ne sont pas toujours et partout exactement superposables. Il arrive que le code soit en retard sur la société. Vous êtes un méticuleux. Vous aimez les nuances. En matière de droit, la nuance est très souvent l'essentiel. Les juristes sont des coupeurs de cheveux en quatre. Ôtez au texte de la loi écrite ces obscurités, ces ambiguïtés, ces chicanes, et vous réduisez la plupart des avocats au chômage. Pas ceux de Philippe, en tout cas. Pour le moment, ils ont toujours du travail. Cela dépend de moi. Je peux leur enlever leurs clients dans les 24 heures. Vous avez même fixé la date. Si tout se passe comme je l'ai prévu, je pense que l'affaire sera réglée demain soir. C'est que la clé du mystère est simple, monsieur Franciola. Très simple. Le crime parfait est celui où l'on ne retrouve pas l'assassin. Le crime plus que parfait, celui où il n'y a pas d'assassin. Plus vous avancez dans votre explication, et moins j'y vois clair. Parce que vous ne vous servez pour tenter d'y voir clair que de la logique. Et la logique ne suffit plus. Il faut entrer, comme je le disais, dans le domaine de l'imagination. Philippe Tivolier n'est pas l'assassin de Julien Epner, parce que Julien Epner n'a pas été assassiné. Votre beau-frère est la victime d'une machination. Maintenant, cessez de considérer le problème de l'extérieur. Entrons dans la machination pour en démonter les mécanismes. Mettons-nous à la place de l'ingénieur qui l'a conçu et fabriqué. Oui. Imaginons un homme intelligent et sans scrupules. Sans scrupules, ça court les rues. Intelligent. Ça ne court pas les rues, parce que quand on court, on se fait remarquer. Et qu'un aventurier d'envergure veille à ne pas attirer inutilement l'attention. C'est peut-être là sa principale caractéristique. Il y a une forme d'évolution de la criminalité qui échappe encore aux spécialistes. Chez les hors-la-loi qui ont vraiment de la cervelle, le premier impératif n'est plus le maximum de profit, mais le minimum de risque. Jadis, même les grands chefs de bande jouaient leur tête pour une banale attaque de diligence. On encourait l'échafaud pour voler un sac de voyage. En 1900, un Apache poignardait
pour arracher la montre d'un bourgeois, mais nous sommes entrés depuis dans la société d'abondance. Tout le monde veut sa part de bien-être. Et le premier bien-être pour un voyou, c'est la liberté. Notre homme intelligent et sans scrupules est un voyou qui réfléchit. Il a choisi d'être en marge et de gagner sa vie en détroussant ses contemporains. Mais il est bien décidé en même temps à ne miser qu'au plus juste sa sécurité. Mais ça me paraît difficilement conciliable. Difficilement, mais ça peut l'être. Si je vous comprends bien, vous évoquez ce que l'on nomme aujourd'hui le criminel en col blanc. Non, celui-là pour moi c'est déjà dépassé. Certes, il représente un type moderne de malfaiteur, il est un premier produit de l'évolution. La fraude fiscale ou douanière sur une grande échelle, les fausses factures, l'escroquerie fondée sur l'informatique, pour ne prendre que quelques exemples, constituent un progrès, si on ose dire, par rapport au brigandage de grand chemin. Mais ces méfaits coûtent encore cher. Ils ne font craindre à leur auteur, bien sûr, ni la guillotine ni les travaux forcés. Ils se payent pourtant de plusieurs années de prison, 3, 4, 5, assez couramment. Vous n'y regarderiez pas, vous, même pour un butin considérable, à risquer 5 ans de prison? Mais je crois que si. Pour l'homme dont je parle, c'est trop cher. 5 ans, ou 4, ou 3, c'est trop long quand il y a la vie dehors, le soleil, les arbres, les femmes en robe légère, les voiliers sur le lac, les rires d'enfants dans les jardins. Mais ma parole, vous devenez lyrique. Je me laisse emporter par mon sujet. C'est à croire que vous plaidez pour votre propre compte. Mais alors, votre voyou au cerveau supérieur, qui a si peur de la prison, comment va-t-il pouvoir faire son métier? Eh bien, il va peser le risque. Il va choisir ses activités illégales en fonction d'un seul critère, la sanction pénale qui les frappe. Au-dessus de 6 mois ferme, il écarte systématiquement toute entreprise. Il vole des savonnettes dans les supermarchés? Vous venez de dire qu'il possédait un cerveau supérieur. Il invente. Quoi? L'affaire Tivolier, par exemple. Il calcule son risque, pour commencer, pratiquement nul. Les probabilités les plus pessimistes donnent 4 mois avec sursis et 2000 francs d'amende pour outrage à magistrat. En effet, c'est une mise de père de famille. Il aurait tort de se refuser ça. Ensuite, il repère sa proie, de loin. Il lui faut un homme riche, ça va sans dire, un notable, soucieux de respectabilité, un peu toqué de politique, friand de présidence d'associations sportives, culturelles, patriotiques, rêvant de conseil général, voire de députation, aimant assez la vie aussi pour être vulnérable. Avec une femme et une maîtresse, ce serait parfait. Il a jeté son dévolu. Sa victime sera Philippe Tivolier. Et il se met au travail. vous avez de ces mots. Toute création est un travail. Il n'y a pas que les honnêtes gens pour montrer du cœur à l'ouvrage. Oui, au fait. Et ce qu'il va mettre sur pied réclame des qualités, des qualifications dont beaucoup de bons citoyens seraient incapables de faire preuve. Mais vous parlez de lui comme s'il vous était Et sympathique. je respecte la conscience professionnelle, quelle que soit la profession. Vous avez raison. Tout ce qui est en voie de disparition mérite le respect. Imaginons à présent cet homme passant à l'exécution de son plan. Il a pensé longtemps, il a envisagé tous les obstacles possibles, prévu et pallié d'avance toute défaillance de la machinerie, fourbi, poli, repoli chacun des rouages de son piège avant de les assembler. Un beau soir de décembre, il débarque du train dans cette petite ville engourdie par l'hiver. Il est frileux, timide, bien propre. Il a retenu un mois plus tôt une chambre meublée chez une vieille demoiselle qui loue d'ordinaire à la belle saison 2 ou 3 pièces de son pavillon non loin du lac. Pour tout viatique, il a 2 grosses valises, 1300 francs qu'il dépose à la banque le lendemain de son arrivée, et une lettre de recommandation signée d'une importante relation parisienne de Philippe Tivolier. Il a obtenu cette lettre au moyen d'un mensonge quelconque sans doute, ou d'un quelconque stratagème, mais ça, personne ne pourrait l'attester. La signature est authentique, c'est bien lui que le texte concerne. C'est exact. Le lundi suivant, il entre aux établissements Tivolier, dans les services administratifs, en qualité d'aide comptable. Disons plutôt commis aux écritures.
En réalité, il n'avait aucune aptitude bien particulière. Philippe ne l'a embauché que pour obliger un gros client. Très vite, cependant, il sera considéré comme un employé modèle. Il est toujours à l'heure, ordonné et obéissant. Il ne bâcle aucune tâche, il ne réclame jamais d'augmentation. Il témoigne en somme de ces vertus médiocres des besogneux qui font les carrières de pauvres types et la sérénité des employeurs. Au fil des semaines, par bribes, on connaît sa vie, peu à peu. On apprend qu'il est né à Namur, de parents d'origine alsacienne, qu'il est célibataire, qu'une santé fragile l'a conduit, sur les conseils de son médecin, à chercher pour quelque temps un emploi dans cette région dont le climat lui est favorable. Il a 31 ans, on lui en donne 15 de plus. Je n'ai jamais su lui donner un âge. Il était de ces hommes qui, dès leur jeunesse, ont déjà l'air de petits yeux. Oui, c'est une observation assez juste. De plus, il est affligé d'une claudication légère, mais perceptible, et d'une voix un peu trop aiguë, un peu nasillarde. Il a conservé l'accent de Namur. Il porte un collier de barbe qui ajoute à l'austérité de son visage, et puis des lunettes rondes à gros verres de myope. Il a un physique de vaincu. Un de ces êtres qui paraissent promis, quoi qu'il fasse, à un triste destin. La presse a rapporté un propos de mademoiselle Paradol, sa logeuse, qui va tout à fait dans ce sens. Elle a dit « Il avait un regard si triste qu'on ne pouvait s'empêcher de penser qu'il lui arriverait une catastrophe. » Oui, je me rappelle ce reportage. C'est vrai qu'on avait envie de le plaindre quand on l'avait en face de soi. Mais lui ne se plaignait jamais. Oui, vous continuez à parler de lui à l'imparfait, alors que je m'applique à vous démontrer qu'il est toujours vivant. Ne soyez pas trop pressé, ni trop optimiste. Je ne suis pas encore acquis à votre thèse. Eh bien, vous finirez par l'être, ne vous découragez pas. Nous verrons, continuez. Bon, voilà campé le personnage. Chaque détail du portrait a son importance, vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. Julien Epner a pris sa place dans cette ville et dans l'entourage de sa future victime. L'appât est posé. Il lui reste à attendre. L'occasion ? L'occasion, même pas. L'occasion, il la créera lui-même au jour et à l'heure qui lui sembleront les plus propices. Non, attendre. Attendre tout court, c'est nécessaire. C'est nécessaire pour que, le moment venu, sa disparition soit remarquée. Il faudra qu'elle dérange des habitudes. Ces habitudes, il doit se donner le temps de les imposer. Le succès de son plan dépend de la vraisemblance absolue de la mise en scène. Il a jugé qu'un délai de 5 mois au minimum était indispensable et il s'y tiendra. Pendant 5 mois et demi, presque 23 semaines, avec une volonté inlassable, sans une seule seconde de relâchement, il va se contraindre à cette discipline féroce de vivre une autre vie que la sienne, dans une autre peau que la sienne, coupé de tout ce qui compose sa vraie personnalité, en exil de lui-même, pour ainsi dire. Non, mais c'est un peu inhumain quand on y songe. Ça réclame une force de caractère peu commune. Oui. Vous racontez bien, je vous rends cette justice. Mais votre histoire continue à ressembler pour moi à un scénario de film ou à un roman d'aventure. Oui, si vous voulez, ça ne me gêne pas. On apprécie complètement une histoire quand on en connaît la fin. Et la fin de celle-ci me donnera raison. D'ailleurs, elle est proche. Julien Epner, en 5 mois, a rendu son personnage crédible et par conséquent son piège efficace. Il a donné la vie à ce garçon médiocre, timoré, un peu ridicule, qui semble cacher quelques drames secrets sous les dehors d'une existence étriquée. Il dîne tous les soirs dans le même restaurant à prix modique, il ne boit jamais d'alcool, il baisse les yeux devant les femmes, il se couche à 11 heures et porte indéfiniment le même complet démodé. Quand la belle saison revient sur le lac, et quand les premiers baigneurs reparaissent avec les pédalos, on le rencontre sur les rives, mais en plein soleil, il garde son veston. Il confesse
qu'il ne sait pas nager. Personne ne l'a jamais vu en bas de chemise, a fortiori le torse nu. Peut-être parce qu'on découvrirait qu'il est beaucoup plus musclé qu'il n'en a l'air. Est-ce que vous avez remarqué que les témoins parlent fréquemment de lui comme d'un petit homme? Oui. Oui. Mais il n'est pas petit. Il mesure 1,76 m. Sa composition est si réussie qu'il se fait passer pour moins grand que sa taille. Illusion d'optique. Il se tenait très voûté et sa jambe raide accentuait cette impression. Oui, oui, justement, vous apportez de l'eau à mon moulin. Cette illusion d'optique était créée par lui. Ça ne signifie pas qu'il le faisait exprès. Ah, vous êtes difficile à convaincre. Hein? Bien. Il me reste à ajouter une dernière touche au portrait. Elle devrait vous mettre sur la voie. Elle aurait pu vous alerter d'ailleurs, sans que je la souligne, car il s'agit d'un renseignement que la presse a mentionné. Bien des journalistes n'y ont vu que du pittoresque, comme ça se produit trop souvent. Ouais, c'était piquant, ça permettait de faire un titre. Sous couvert de décrire l'enquête, on allait chez le public. La frontière, dans certains cas, n'est pas toujours totalement imperméable entre l'information et le racolage. L'épisode en question est celui-ci. Au cours de la semaine qui a suivi son arrivée dans cette ville, avant que votre beau-père lui ait procuré son emploi, Eppner avait adressé à la télévision régionale le texte d'une comédie policière en 2 actes dont il espérait obtenir une émission. Et cette œuvre était intitulée « J'ai laissé la clé sur la morte ». Je me souviens de cela aussi. Un hebdomadaire a publié le facsimilé de la première page du manuscrit. Pour ma part, j'avais trouvé le titre de cette pièce assez amusant. Oui. À qui ne déteste pas les jeux de mots, il peut plaire, en effet. Mais l'œuvre en elle-même, paraît-il, était aussi mauvaise que possible, et ne lui valut en réponse à son envoi qu'un refus courtois, mais définitif. Oui. Eh bien. Ça ne vous donne pas une idée? Non. Je ne vois pas laquelle. Parce qu'il avait montré du goût pour la littérature criminelle, vous voulez sous-entendre qu'il était prédisposé à devenir un malfaiteur? Oh non. Quoi alors? Quelque chose de plus précis. Un indice. Un indice? Non. Non, j'avoue qu'il ne me saute pas aux yeux. Non? Ah, tant pis. Ne jouez pas aux devinettes, expliquez-moi. Non, pas pour l'instant. Non, ce n'est pas, croyez-le, que je tienne à ménager un effet de surprise, mais je préfère conserver à mon récit la progression que je lui avais prévue. Vous vous rendrez mieux à l'évidence si elle s'allume pour vous, brutalement. Vous êtes assez autoritaire dans votre genre. Oui. Nous n'avons plus maintenant qu'à démonter la dernière pièce de la machine infernale, la plus décisive, la plus délicate, le détonateur. C'est-à-dire? La nuit du 16 au 17 juin. Imaginons toujours que j'ai raison, que les policiers aient tort. Nous allons prendre un à un chacun des points forts de l'accusation et les analyser à l'envers. En considérant Philippe Tivolier non pas comme l'assassin présumé, mais comme la victime probable. Et vous allez constater que tout ce qui est faiblesse dans son système de défense, quand il se présente en posture d'accusé, devient argument solide s'il se place en situation de plaignant. Oui. Un contre-réquisitoire, en quelque sorte. Exactement. Premier point fort de l'accusation, le rendez-vous. La police soutient que Tivolier a choisi le 16 juin pour accorder à Eppner l'entrevue que celui-ci réclamait parce qu'il savait que la maison serait vide ce soir-là. Mais on peut soutenir l'inverse. Personne n'y a songé. Eppner également savait qu'ils seraient seuls tous les deux. Comment cela? Dans l'après-midi du 15, vers 18h, Madame Tivolier a téléphoné à l'usine pour rappeler à son mari de prendre 2 gravures anciennes qu'elle désirait emporter à Mougins et que l'encadreur ait fait déposer au bureau. Tivolier venait de partir. Sa secrétaire, Madame Signac,
a alors commandé à Eppner de les porter au domicile des patrons. Mais oui, c'est juste. Vous savez cela? Vous avez interrogé Madame Signac? Je sais cela, peu importe comment. Je ne suis pas venu à vous les mains vides. Deuxième présomption grave contre votre beau-frère. Son insistance à répéter qu'il s'est endormi brusquement une vingtaine de minutes après l'arrivée de Eppner et qu'il ne s'est réveillé qu'au petit matin. C'est l'alibi le plus bête du monde. Ou bien c'est idiot, ou bien c'est vrai. Et si c'était vrai? Évidemment. Oui. Selon ma théorie, c'est même la seule vérité possible. Eppner n'avait pas d'autre moyen pour compromettre Tivolier que de créer ce trou dans son emploi du temps en lui faisant absorber un somnifère. Sa victime, une fois endormie, n'avait plus qu'à nettoyer l'intérieur du verre, y reverser un fond de liquide sans drogue et changer la bouteille. Ah oui. Ça tient debout, bien sûr. La disparition du pistolet, d'après ce raisonnement, n'est plus du tout inexplicable. C'est Eppner qui l'a retiré du tiroir. Et le sang dans la barque? Mise en scène aussi, alors? Mais bien entendu. Pour un homme capable de dominer une machinerie aussi complexe, qu'est-ce que une égratignure? Il se pique une veine du bras gauche, il répand le contenu de la seringue dans l'embarcation et voilà tout. Après quoi, il va immerger loin du bord la pièce de fonte et la chaîne d'amarrage, rejoint la rive, tire la barque sur les galets, en dessous du ponton. Revient ici pour vérifier que Tivolier dort toujours. Il verse sur la moquette ce qui reste de sang dans la seringue, il lave les taches à moitié, brise enfin ses lunettes, et il cache une partie des morceaux derrière le dossier du fauteuil, et puis il disparaît. Il disparaît. Oui. J'avoue que je suis ébranlé. Tout est cohérent dans votre façon de présenter les faits. Mais il n'y a qu'une seule version des faits où tout soit cohérent. Et c'est celle-là. Mais quand même, comment pouvait-il être sûr que la police trouverait les indices qu'il avait accumulés? C'est par hasard que l'inspecteur venu ici a vu le sang sur le bateau. Il était fatal que votre beau-frère fût interrogé. On savait à l'usine qu'il devait recevoir Eppner ce soir-là. Au besoin, les policiers auraient été mis sur la voie par un coup de téléphone, ou bien un message anonyme. En admettant que vous voyiez clair, il s'agirait donc d'une affaire de chantage. On va appeler ça comme vous voulez. Il n'est guère de transaction qui ne participe tant soit peu d'une forme de chantage. Le client achète ce dont il a besoin, ou bien envie, la loi de l'offre et de la demande. Mais il se serait déjà manifesté. Mais non. Il est psychologue. Il attendait que l'acheteur fût conditionné à point. Après 48 heures de garde à vue et 7 jours de prison, après les interrogatoires répétés, le fourgon cellulaire, les bruits de verrou, la gamelle pénitentiaire, les réveils sur la couchette de la maison d'arrêt, il a perdu sa résistance. Il n'est plus très loin de casser. J'ai peut-être été un peu long à réaliser. C'est lui qui vous envoie. Pas exactement. Qu'est-ce que ça veut dire? Pas exactement. Je suis Julien Eppner. Écoutez, mon vieux, vous me décevez. Jusque-là, vous étiez monté brillant causeur et fin détective, je l'ai reconnu. Je me rangeais peu à peu à vos idées, j'en étais à croire que vous m'apportiez vraiment quelque chose. Et puis soudainement, voilà que ça tourne à la farce grinçante et au poisson d'avril. On tombe d'Agatha Christie dans Ponson du Terrail. Je sais bien que 140 personnes travaillent dans l'entreprise et que sans doute, je ne me souviens pas du visage de chacune. Mais Eppner, je le rencontrais presque tous les jours. Il n'y a pas 3 semaines, je l'ai encore vu dans cette pièce, ici,
près du fauteuil dans lequel vous êtes assis. Oui. Et où vous étiez assis vous-même ce matin-là? Votre beau-frère, lui, était à son bureau, à la place que vous occupez aujourd'hui. Et Julia Epner se tenait debout ici. Là, vous avez raison, un petit peu plus en arrière peut-être. Il portait son éternel complet croisé bleu marine, sa cravate grise, ses chaussures noires fatiguées mais cirées impeccablement. Et il penchait sur la moquette ses gros yeux d'épagnol contrit. Il était venu vous remettre les états des cotisations sociales que vous lui aviez fait demander. Il vous appelait, selon son habitude qui vous a toujours un peu agacé, monsieur le directeur du personnel. Donc. Bon, c'est entendu, vous savez des choses, vous avez retenu votre leçon. Maintenant, venez-en franchement à ce qui vous amène. Transmettez-moi la commission dont on vous a chargé. Mais cessez cette mascarade. Vous êtes Julien Epner, comme je suis le fantôme de Ravaillac. Enfin, pourquoi pas une fausse barbe et un faux nez pendant que vous y êtes? Pourquoi pas une fausse barbe? Tout naturellement, parce qu'elle n'était pas fausse. On pense couramment à une barbe postiche pour modifier les traits d'un homme imberbe. On pense jamais que le contraire est encore plus efficace. Un barbu qui se rase, on a le visage transformé. J'ai rasé la barbe que j'avais laissée pousser tout exprès pour la circonstance, et je la regrette parfois. Je l'avais prise en affection. Pourquoi pas un faux nez? Parce que nous ne sommes plus au temps de Ponson du Terrail. L'art de se grimer a fait des progrès comme le reste. Aujourd'hui, on rend un profil méconnaissable avec un simple petit globe de plastique, pareil à celui-ci, que j'ai apporté dans un mouchoir. Il s'introduit dans une narine, moi, c'était la gauche, et je vais vous montrer. Je vous prie d'excuser ce qu'il y a d'incongru à vous infliger le spectacle de cette transformation à vue. À vue de nez, bien entendu. Oui. Le penchant pour le calembour, je l'ai souvent remarqué, est presque toujours un signe de bon équilibre physiologique. Et voilà donc c'est fait. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous ne retrouvez pas déjà un peu mieux votre employé aux écritures, donc? De profil, c'est assez ressemblant. Hein. Non seulement cette prothèse ingénieuse camoufle tout le milieu d'un visage, mais elle altère aussi la voix. Est-ce que vous avez remarqué? C'est indiscutable. Ah, il y a de ça. Hein. Je vous signale quand même que Epner avait les yeux très bleus et les vôtres sont marrons. C'est juste. Vous allez sans doute m'expliquer que vous portiez des verres de contact. Nous commençons à bien nous comprendre. Ce sont des lentilles extra souples fabriquées en Allemagne. Je les ai avec moi. Elles se posent avec une extrême facilité. Hop. Et hop. Les revoici, mes yeux très bleus. Je les retirai le soir, bien entendu. Mais elles sont si légères et si commodes que j'aurais pu dormir avec en cas de nécessité. Figurez-vous qu'un matin, au début du mois d'avril, j'étais parti pour le bureau en les oubliant sur ma table de nuit. Je m'en suis avisé sur la porte de l'usine. À l'instant où Madame Signac s'y présentait en même temps que moi, je n'ai eu que le temps de feindre un éternuement quand elle m'a tendu la main pour me dire bonjour. Mais il manque les lunettes. J'en avais une paire de rechange absolument identique à celles qui furent brisées pendant la nuit du crime. Les voici également. Vous êtes déjà un peu moins sûr de vous. Pour les cheveux, je me contentais de les aplatir et de les séparer par une raie au milieu. Comme ceci.
Grosso modo, voilà. Reste la barbe. Eh bien, j'en ai apporté une fausse pour vous contenter. Vous êtes un homme du XXe siècle. Vous ne savez croire que ce que vous voyez. La civilisation de l'image vous a fait l'esprit paresseux. Oh, d'abord, cette barbe postiche est beaucoup moins belle que la vraie. Oh, c'est à peu près la même forme, la même couleur. Je vais me la fixer sommairement sur les joues. Votre petit numéro de musical est assez réussi. Je ne puis faire autrement que d'en convenir. Faites abstraction de ce que vous appeliez tout à l'heure fort aimablement mon élégance très britannique. Je ne pouvais pas me présenter ici avec les habits de Eppner dans une valise. Si je me lève, vous retrouvez la silhouette. Si je me déplace, vous retrouvez la démarche. Non? La claudication, je l'obtenais au moyen d'une chaussure spéciale, mais je sais la contrefaire, sans artifice. Regardez. Et maintenant, saupoudrons le tout d'un soupçon d'accent de Namur que j'avais adopté. La voix et l'accent de Eppner, donc. Je les avais fait miens à tel point qu'ils m'étaient devenus si mécaniquement familiers, n'est-ce pas, que encore aujourd'hui, je dois me surveiller pour ne pas les reprendre malgré moi, donc. Écoutez et regardez. Vous ne me reconnaissez vraiment pas, monsieur le directeur du personnel, donc. Ah, c'est impressionnant. Vous êtes un imitateur de première force. Finissons-en, monsieur le directeur du personnel. Je suis Julien Eppner. Ou plutôt, j'étais. Je peux, selon votre gré, ressusciter ou non dans les heures qui viennent. Maintenant, il vous faut l'admettre. Comment s'appelait le chef magasinier qui a pris sa retraite le 30 avril? Charles Raquin. Combien avons-nous eu d'ouvriers malades au mois de mai et pendant combien de jours? Un malade et une femme enceinte. Antoine Michelot, qui a manqué 4 jours pour une blessure à la main droite, et Josiane Battistini du service des expéditions, qui est parti le 19 en congé de maternité. Il s'est produit cet hiver un incident peu banal chez mademoiselle Paradol. Lequel? Oui. Je vois. Ma logeuse a découvert un jeune renard dans sa buanderie. C'était un jour de semaine, vers 9h du matin, elle était seule dans le pavillon. Elle m'a raconté qu'elle avait eu très peur, qu'elle avait appelé un voisin, monsieur Émile Morin, à la rescousse. Le renardeau avait eu plus peur qu'elle, il s'était enfui avant l'arrivée de celui-ci. Ouais. Bien. Admettons que vous êtes Julien Eppner. Alors, qu'est-ce qu'on décide? Bon, je vous demande pardon, mais je remballe mes accessoires. Bon. Eh bien, vous me payez. Et votre beau-frère est ici demain soir. Combien? 3 millions. Je ne voudrais pas avoir l'air de poser une question déplacée, mais puis-je vous demander quand même s'il s'agit de francs lourds ou anciens? Ce n'est pas une question déplacée, c'est une question superflue. Et vous vous imaginez, en supposant que j'accepte, que je peux trouver 300 millions d'anciens francs d'ici à demain? Oui. Vous les avez là dans cette pièce. Le prix du marché sera la collection de monnaie ancienne de la famille Tivolier. Elle est dans le coffre-fort.
Il y a un peu moins d'un an, je le sais, elle était estimée par Gatiani, l'expert en numismatique le plus écouté d'Europe, à près de 4,5 millions. Un riche collectionneur étranger que je connais m'en donnera 3, comptant et en liquide, sans en discuter la provenance. Je veux sortir de cette maison avec la mallette de cuir renfermant la collection. Vous êtes gonflé, hein? C'est dans l'intérêt de votre beau-frère, monsieur Franciola, et dans le vôtre aussi. Dans le mien? Je ne cherche pas à être ouvertement désagréable, mais enfin, tout le monde sait à l'usine que vous n'avez jamais appris ni exercé aucun métier avant que votre sœur Mathilde épouse Philippe Tivolier. Tout ce que vous êtes, vous ne l'êtes que par lui. Qu'il s'écroule et vous tombez. Adieu, les 6 000 francs par mois, le 3e étage sur le lac, la grosse voiture de la société, le titre de directeur et les courbettes hypocrites des subalternes. Ça va comme ça. Je ne vais pas me laisser insulter plus longtemps par un maroulin de votre espèce. Ne me parlez pas sur ce ton. Je l'ai supporté quand je ne pouvais pas faire autrement. Ce soir, je ne le tolérerai pas. Ou bien nous traitons, ou bien je me retire et vous n'entendrez plus parler de moi. Tivolier n'aura que cette seule chance. Elle est à prendre ou à laisser. 1 minute. Quelle sera la garantie de Philippe si je vous remets la collection? Je vous laisse une lettre de ma main que vous posterez vous-même ce soir, adressée à votre beau-frère. À quelques mots près, elle dira ceci. Cher monsieur Tivolier, je suis dans le train qui me ramène, je peux vous écrire, je veux vous écrire, ce que peut-être je ne saurais ou je n'oserais vous exprimer de vive voix quand je vous reverrai. Ces 10 jours de retraite loin des autres que vous m'avez offerts dans votre cabanon de chasse, la solitude, le silence de la forêt, cette existence frugale et saine, sans radio ni journaux, m'ont redonné le goût de vivre. Vous avez eu raison de me faire la leçon. Je sais maintenant que je dois persévérer dans la littérature. Je vais refondre la nouvelle que je vous ai lue l'autre soir et en tirer un roman. Me pardonnerez-vous ma maladresse? Je changerai ce titre imbécile, votre mari a une maîtresse, qui vous a heurté lorsque j'ai commencé ma lecture, je l'ai bien senti. Mais aussi, grâce à cette bourde de ma part, vous m'aurez fait l'amitié de vous confier à moi. J'étais venu vous parler de factures et de taxes à l'importation. Vous m'avez parlé de la vie, du bonheur et des années perdues. Vous m'avez fait du bien, je ne l'oublierai pas. Je me suis bien mal tenu ce soir-là. C'est que je n'ai pas l'habitude de boire. Et nous avions un peu forcé sur l'alcool. Vous vous êtes endormi d'une seconde sur l'autre. Moi, aux 3/4 ivre, et ma crise de découragement n'étant pas apaisée, je vous avais chippé votre pistolet dans le tiroir où vous m'aviez suggéré de chercher la clé de la cabane. Je l'ai d'ailleurs oublié là-bas, enveloppé dans un chiffon, sur l'étagère au-dessus du lit de camp. Je me suis permis aussi d'aller faire un tour sur le lac avec votre bateau. J'ai manqué chavirer par 2 fois. Je me suis blessé au genou. J'ai perdu les amarres en eau profonde. Et j'ai peut-être rayé la coque en ramenant la barque sur la rive. Je demande votre indulgence pour ces désagréments et ces petits dommages que j'ai pu vous causer. Je vous assure de ma déférente, sincère et désormais inaliénable amitié. Signé Julien Epner. Ah, il est joliment combiné, votre tour de cochon. N'est-ce pas? Tout est expliqué, tout est justifié. La lettre anonyme trouvée dans la chambre, par exemple, n'était que la page de titre d'une nouvelle policière, et ce malentendu a été rendu plausible 5 mois à l'avance par l'envoi à la télévision d'un manuscrit qui révélait chez Epner des ambitions d'écrivain. C'est assez habile, en effet. Quand on lui annoncera mon retour,
Votre beau-frère n'aura plus qu'à se frapper le front du doigt en faisant semblant de se rappeler son allusion à la cabane dans la forêt. Allusion que, l'alcool aidant, il aura oublié, mais que Eppner, l'alcool aidant, aura prise pour une offre en bonne et due forme. Oui, évidemment, c'est très admissible. Quant à moi, je me présente vers 23 heures, après l'heure de l'arrivée du train, chez mademoiselle Paradol. Je vais lui faire sans doute encore plus peur que le renardeau dans la buanderie. Une fois sa frayeur passée, je n'ai plus qu'à la laisser parler, puis alerter elle-même la police. Ma bonne foi éclate en même temps que l'innocence de Philippe Tivoli, et je ne cours absolument aucun risque. Je ne pouvais pas savoir. Je n'ai pas à redouter un contrôle d'identité. Eppner est un faux nom, mais les papiers sont authentiques. Je les ai obtenus grâce à un extrait de naissance maquillé. Tout est bien qui finit bien. Votre sœur et son mari ne pourront que vous approuver d'avoir sacrifié la collection du grand-père à l'honneur sacré de la famille. Alors, monsieur Franciola, si vous alliez chercher la mallette dans le coffre-fort. Eh bien, je crois qu'il m'est difficile de faire autrement. D'accord. Installez-vous au bureau pour écrire votre lettre. Voici la mallette. Vous pouvez vérifier. Merci. Attention, gardez les mains bien à plat sur la table. Ne vous retournez pas. Il y avait un second pistolet dans cette maison, le mien. Il est chargé et je sais m'en servir. Votre coup d'arnaque était déjà un petit chef-d'œuvre, mais je vais l'embellir encore. J'ai une surprise pour vous. Vous ne croyez pas si bien dire quand vous affirmiez que je n'étais rien sans Philippe. En réalité, il me donne de l'argent pour contenter Mathilde et pour sauver les apparences, mais il m'a toujours traité en pauvre type. J'en ai assez d'être le mendiant des Tivoliers. Vous m'offrez une occasion inespérée. Je ne vais pas la laisser perdre. Si Philippe reste en prison, ne serait-ce que quelques années, je cesserai d'être un figurant. Je deviendrai le vrai patron de l'entreprise. Ma sœur ne s'est jamais intéressée à l'usine. Elle sera bien obligée de s'en remettre à moi. Même plus tard, quand mon cher beau-frère nous reviendra, sa peine purgée, mais sa réputation démolie, la place que j'aurai prise, il ne pourra plus me l'enlever. Alors, je vais vous tirer une balle dans la tête. Nous sommes seuls dans la maison, c'est vous qui l'aviez voulu. J'irai porter votre corps sur le bateau et l'immerger loin du bord avec 15 kilos de ferraille attachés à chaque jambe. Vous ne remonterez pas. Le lac a été fouillé 3 fois, les hommes grenouilles n'y reviendront plus. Vous passiez déjà pour mort, je ne vous assassine pas vraiment, à proprement parler. En somme, vous serez mort 2 fois. Il n'y a que le premier trépas qui coûte. Qu'est-ce que vous pensez de ma petite idée, monsieur le voyou au cerveau supérieur? Elle n'est pas mal non plus, hein? Philippe et moi, nous allons nous partager le travail. C'est lui qui passera devant les assises, et c'est moi qui aurai pressé la détente. De toute façon, ça ne sortira pas de la famille. Pierre Billard avait choisi pour vous ce soir « Ça ne sortira pas de la famille », un film radiophonique de Pierre Frachet avec Pierre Michael et Claude Bertrand. Prise de son Jacques Rivet, assistante Suzanne David, réalisation Pierre Billard. Cette émission a été enregistrée dans les studios de l'ORTF à Nîmes.